détruit les vedettes de notre spectacle. J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah lui, il va me prendre la tête. Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. Non, c'est chouchou, je veux, pas la moche. Zut, rezut, et rezut derrière. Ah, je vois, monsieur se fout de moi. Monsieur fait d'ironie. Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque? Ben ça, c'est du spectacle. Vous aimez le cinéma, nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. C'est l'heure de retrouver le Faviez-vous, la rubrique maline et coquine avec Fofi Favier. Le Faviez-vous, les chaleurs extrêmes diminuent notoirement les capacités cognitives. L'une des explications est que le cerveau doit consacrer davantage de ressources à la thermorégulation. Le corps augmente la circulation sanguine vers la peau pour évacuer la chaleur, modifie son activité hormonale et dépense de l'énergie pour maintenir une température interne stable. Tout cela peut perturber les fonctions cognitives fines. C'est pour ça que vous avez tant de mal à travailler et tant de mal à écrire cette putain d'introduction, parce que vous galérez tellement dans votre appartement à 32 degrés orienté plein sud que les connexions se font moins bien au niveau du cortex préfrontal. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ces chaleurs vont passer parce qu'elles ne sont qu'une petite canicule en plus, comme on en a déjà connu, hein. C'est pas ça qui devrait nous empêcher de survivre, surtout vu le prix du pétrole en ce moment. Le plein de mon SUV commence à être un peu chéro, je trouve, mais c'est pas le sujet, pardon, je digresse. D'ailleurs, c'est marrant, cette vidéo de Jordan Bardella, il est quand même pas mal, il faut avouer que c'est un bel homme, et puis quel beau couple il forme avec sa princesse, ils ont l'air si intelligents tous les deux. Je sais pas si je vous ai dit, mais quand j'essaie de faire mes lacets, j'ai la tête qui tourne et je pète. Et pourtant, j'arrive à les nouer sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Salut les amis. Alors moi c'est l'inverse, Allô. quand je pète je fais mes lacets. De toute façon, c'est la faute de l'immigration, la canicule. Oui, ça. bien sûr. Oui, bien bien sûr. C'est ça. Waouh, c'est dur, hein. Vous vous souvenez de cette époque où genre les gens qui cherchaient à louer ou acheter un appartement cherchaient en priorité les appartements exposés est-ouest, traversant pour avoir le soleil le matin et le soir. C'est le cas du mien. C'est le cas du mien. Voilà, C'est le cas de celui qu'on enregistre en ce moment aussi. Il est est-ouest, puis bien est-ouest. C'est ça. Quel enfer. Des tips peut-être à partager pour éviter le sécheron. Oui, sécheron. à ma grande Sécheron. surprise, parce que j'ai quand même maintenant l'habitude de me faire avoir par toutes les astuces clickbait de merde qui pullulent sur Instagram, mais les couvertures de survie sur les fenêtres, ça marche vraiment. Ça marche vraiment, ça évite les points de chaleur, et il y en a sur les fenêtres de ma chambre, et en vrai, ça fait gagner 2-3 degrés, et c'est toujours ça de prix. Un sécheron, Voilà. sécheron. C'est le fameux effet météorologique dit aussi. C'est le mot du jour. Un sécheron. Ah, C'est le mot de la semaine. C'est le mot de la semaine. Oh, direct. Oh, j'étais pas prêt. Direct. on est C'est un vraiment terme à la rural ramasse, là. qui désigne un pré situé dans un lieu sec. Ah oui. Et familièrement, se dit une personne très maigre. Voilà. Oula. Ah oui. Oui, voilà, c'est un sécheron. Simon, Super. c'est pour éviter le sécheron. Pour éviter le sécheron, excellente question. Alors, cognitif fin, touché, target acquired. De l'eau. Ne faites pas mon erreur de vérifier si le rosé est plus proche de l'eau que de l'alcool. Je ne vous dirai pas pourquoi. De l'eau. Allez. Moi je dirais quand même, non mais blague à part, c'est la fête du cinéma, les places de cinéma sont moins chères et ça reste un des endroits les plus climatisés que vous pouvez trouver proche de chez vous. Oui. Attention toutefois. Toutes les salles ne le sont pas, je sais. Non mais attention toutefois, moi ça m'est arrivé en 2019. Attention au choc thermique. Oui. Parce que moi j'étais allé au MK2 bibliothèque pour passer la journée, sauf qu'il fallait bien qu'à un moment je sorte, et quand je suis sorti il faisait encore 43 degrés. Donc je suis passé d'un intérieur climatisé à 43 degrés d'un coup, et je le conseille pas. Hein. J'ai jamais vu autant de monde à l'UGC Ciné Bercy qu'hier. C'est ouf. Les gens vivent. tant mieux. Oui, non, mais tant mieux. Ah, mais moi, Les gens qui ont trouvé un avantage à cette histoire. J'ai enchaîné plusieurs séances, elles étaient quasiment toutes complètes. Oui. Et c'était assez rigolo parce que souvent tu arrives, tu sais, à aligner un peu la sociologie des spectateurs. Là vraiment c'est juste. Je vais voir le Pixar, il y a des familles, je vais voir un film d'horreur, il y a des jeunes qui gueulent. Là, c'était l'anarchie. Oui, c'est juste la transpiration quoi. Ah oui, moi ma salle pour les mignons, il y avait des enfants alors que c'était la séance en VOSF. Les parents putain, C'est vraiment genre, faire. tu vas voir alors qu'il y La avait des détresse. petits qui étaient clairement pas à l'âge de lire. Ouais bah ouais. Bah, c'est la détresse, écoute. Hein. Bon, ensuite c'est les mignons, bref. Chacun fait ce qu'il peut. Pour nos petites Josiane chéries d'amour cette semaine, on sort les manettes. Que s'est-il donc passé avec 007 First Light ? Bon, vraiment, je vous promets, j'essaye de faire court. La franchise vaut des sous. Plein de sous. Héritage historique, produits dérivés, partenariat marketing massif ou luxueux, coffret collector de malade en DVD, en Blu-ray et quasi-assurance d'attirer l'attention à chaque sortie d'un nouvel opus. Mais la MGM et le consortium Broccoli, je plaisante pas, c'est vraiment la famille Broccoli, s'interroge quant à l'avenir de la saga. Après Sony et la phase aussi glorieuse que décriée portée par Daniel Craig, le studio en déroute et le consortium familial ne savent pas trop quelle carte jouer.
Pardonnez-moi, j'accélère encore un coup, mais grosso modo, la question est vite répondue, une fois la MGM achetée par Amazon. Simoun, tu nous parles de First Light, le jeu qui a fait perdre à Alexis 18 jours de vie sociale. Absolument, bah oui, parce qu'on était parti quand on a lancé ce format dont je m'occupe sur les ponts et les liens entre les adaptations cinéma et littérature. Et puis j'ai eu envie de causer aussi sur des liens et des connexions entre cinéma et jeux vidéo. Et 007 First Light me semblait particulièrement intéressant. Alors je n'ai pas fait le jeu, c'est pas du soft en lui-même que je vais parler, mais plutôt de tout le rapport que le jeu a entretenu à la notion de casting. Parce que celle-ci a été poussée assez loin et a eu des effets, me semble-t-il, assez singuliers et particuliers, parce qu'on sait que le casting de qui interprétera James Bond au cinéma, mais désormais aux jeux vidéo, c'est toujours un enjeu important, et donc je voulais revenir sur cet élément spécialement. Alors, on passe au programme de la semaine. Eh bien, cette semaine, des trucs, des machins, des films, quoi. Il fait trop chaud, merde. Bello bello, tulilalou, ti amo et Popeye, banana banana gelato, la la la. Il le fait bien. Ah, pas mal, ouais. Je peux le faire avec la voix comme ça, non? Non, Ok, non, ça- non, Pas de caston, pas de caston. Les méga cute. Des mignons et des monstres de Pierre Coffin avec les voix de Pierre Coffin, Christophe Waltz et Jesse Eisenberg en version originale sous-titrée. Arthur, qu'avons-nous pensé de ce nouvel opus du studio Illumination? Écoute, moi je suis pas le plus grand client ni des Moi Moche et Méchant ni des Mignons. C'est-à-dire que dès le premier volet, j'ai commencé à trouver ces petites créatures jaunes assez insupportables, rigolotes mais insupportables. Et à chaque fois, j'y vais avec une forme de plaisir parce que malgré tout, c'est Pierre Coffin, donc c'est un Français, et donc il y amène une espèce d'humour qu'on trouve pas forcément à Hollywood. Mais il y a quand même un moment où ça m'agace, et celui-là, je dois l'admettre, c'est peut-être le film qui m'a le plus eu. Alors, je pense que c'est, et je terminerai mon premier tour là-dessus, très simplement parce que le sujet m'intéresse un peu plus que les autres, à savoir que c'est quand même les Mignons qui vont faire des films à Hollywood. Enfin non, c'est plutôt une guide dans un musée à Hollywood qui va raconter l'histoire de comment les Mignons ont marqué au fer rouge le 7e art. Donc... c'est criard, ça va dans tous les sens. Je dirais même que, étonnamment, en termes de structure, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux films en un. Mais bah, ça fonctionne, c'est rigolo. Et j'ai fait un truc que j'avais jamais fait, je crois, jusque-là, et je m'arrêterai là-dessus. Je l'ai vu en VO. Je crois que je les ai toujours vus en VF. Et en fait, il y a un truc qui est très marrant quand on écoute en VO. Déjà, premièrement, c'est que le petit monstre vert, il est doublé par Trey Parker, qui est un des deux créateurs de South Park. Et donc, si vous voyez dans les saisons précédentes les petits Memberries, c'est vraiment cette voix-là, donc c'est rigolo. Mais surtout, c'est Pierre Coffin qui fait le doublage des Mignons en VO. Et du coup, il s'amuse à faire des petites refs en français que du coup les Américains ne comprendront pas, mais que nous, public français, comprennent en plus. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vraiment j'ai entendu un Mbappé Zidane, enfin en milieu d'une phrase comme ça. Et donc ça, c'est assez cool aussi d'avoir cet élément de blague en plus qui, on le sait, n'est adressé que pour nous, public français. Donc voilà, moi j'ai globalement passé un bon moment. Je pense bien plus que sur tout le reste de la saga. Simon. Oui, ce qui est... c'est très particulier, les Mignons et Moi Moche et Méchant. Je vais le dire très franchement, je considère globalement que la franchise Moi Moche et Méchant et un petit peu tout ce qui l'entoure, la démarche qui va avec, est un truc pas loin d'être un peu détestable, à savoir on fait de l'animation un peu cynique, très commerciale, avec un concept et on le décline et on les sort jusqu'au bout. Et pourtant, dans cette saga Moche et Méchant, que vraiment j'apprécie très modérément, j'estime qu'ils ont eu une bonne idée. C'est un moment réalisé que le seul truc intéressant dans leur film, c'était les Mignons. Ça va pas de soi, hein. Des fois, quand on essore une franchise, on la prend pas par le bon bout, si j'ose dire. Ça, je trouve ça intéressant. Et pourquoi est-ce que, quand bien même, je suis jamais tombé en pamoison totalement devant les Mignons, et j'ai toujours gardé une certaine sympathie pour ces petites bébêtes et les films qui leur sont consacrés, c'est qu'ils nous renvoient, me semble-t-il, à des trucs, et je développerai ça après, essentiels dans le cinéma et dans le cinéma d'animation. Et là, dans cet épisode, et je suis d'accord avec toi, Arthur, moi c'est sans doute celui que je préfère des deux franchises, je pense qu'ils ont vraiment l'intelligence, Pierre Coffin, à la finesse et à la malice, d'aller à fond dans ce qui fait que c'est un objet de pur cinéma et que malgré ces aspects de rouleau compresseur commercial, ces aspects de hey, regardez les enfants, vous avez mis un truc mignon avec plein de cocaïne pour vous exciter, et ben mine de rien, on touche à quelque chose qui est premier dans comment et pourquoi on fait du cinoche, puis je développerai ça après, mais ça me rend le film du coup attachant et intéressant. Alexis. Alors, petit aparté avant de parler du film, je dis ça pour les gens qui nous écoute, si vous entendez un souffle dans les micros, il y a des ventilateurs autour. Nous sommes des êtres humains, c'est et ça on ou a la chaud. mort, donc Voilà. va falloir faire avec. Je suis vraiment dubitatif sur ce film-là parce que, alors je précise que je l'ai vu en version française, parce que j'avais pas eu le choix en termes de planning. La VF est globalement plutôt bien
à quelques exceptions près, j'en toucherai peut-être un mot à la fin de la discussion, mais on retrouve pas mal des mots français cachés dans les dialogues, aussi en VF, même si en VF, c'est l'espagnol qui est le plus utilisé dans la langue des Mignons. En fait, moi, j'ai de la sympathie pour ces personnages-là depuis le début, parce qu'ils me rappellent deux autres groupes de personnages d'animation qui ont fait mon enfance, à savoir les petits hommes verts de Toy Story et les Shadok. Oui, je trouve qu'il y a un côté un peu Shadok chez les Mignons. Ce truc de voilà, tout un organisme collectif qui ne vit que pour servir un objectif et qui va s'y tenir jusqu'à l'absurde. Donc moi, pour le coup, je trouve que c'est pas une mauvaise idée de faire des films sur les Mignons, surtout qu'il y a effectivement pas mal de choses à raconter. Par contre, à un moment, même s'il y a de très bonnes idées de gags dans le film, et même si je trouve que c'est assez malin et assez original d'aller du côté du discours méta et des coulisses du cinéma, à un moment, les gars, ça commence à se voir que vous n'avez pas de scénario. Vous savez pas où emmener cette histoire-là, vous ne savez pas quoi en foutre. Le film s'appelle quand même Des Mignons et des Monstres, et j'en finirai là pour ce premier tour de table. Il faut attendre plus de la moitié du film avant que les monstres soient là. C'est quand même la preuve que les mecs sont en panne sèche d'inspiration, et c'est dommage, parce que du coup, les bons gags, ils n'ont pas un espace suffisamment solide et suffisamment bien construit pour s'insérer, en fait. Ouais. Oui, je suis globalement d'accord avec Alexis. Moi aussi, les Mignons m'amusaient plutôt avant de devenir l'objet commercial insupportable qu'ils sont devenus. Je trouvais que l'idée était effectivement assez drôle, leur propre langage, l'espèce, il y a un côté un peu Gaston Lagaffe aussi. Enfin, c'est vraiment c'est un rêve de vieux. J'aimais plutôt bien ces petits personnages, et c'est effectivement ce qui me faisait aimer la franchise Moi Moche et Méchant. Le problème, c'est que là, face à ce film, je ne comprends pas à qui ce film s'adresse. Enfin, vraiment, je ne sais pas si c'est un film pour enfants. Je sais pas si c'est un film pour adultes, je sais pas si c'est un film pour wink wink, regarder toutes les références que je fais et au cinéma et à Lovecraft, qui sont totalement inaccessibles. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, pour le coup, c'est pas comme ces films qui réussissent, je pense à Aladdin de Disney, à mélanger le double niveau pour faire plaisir à tout le monde. Moi, par exemple, j'étais dans du coup, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais dans une salle bondé, alors avec plein d'enfants en VOSTFR, je pense, parce que l'autre salle était remplie. Alors peut-être est-ce dû au fait que les enfants comprenaient quand même pas grand-chose, malgré le babil des Mignons qui est à peu près universel. Mais enfin, je veux dire, les gamins se marraient pas, quoi. Enfin, je veux dire, ça les faisait pas beaucoup rire. Il y avait 2-3 rires de temps en temps, mais enfin, la salle était pas en délire, quoi. Et du coup, je comprends pas bien voilà, où se situe ce film, ce qu'il veut me raconter, finalement pas grand-chose. Moi, en tant qu'adulte, j'y trouve pas complètement mon compte, parce que je trouve ça même limite un poil prétentiard. Et en tant que pur produit d'animation jeune public, je trouve pas ça non plus complètement dingo. Je trouve ça un peu lourdingue et un peu pénible même à la fin. Ils me cassent un peu les oreilles avec leur Toulilou banana. Donc je sors de là en m'étant partiellement ennuyé. Par ailleurs, comme l'a dit Alexis, je trouve que le design des monstres est très, très médiocre. Il n'y a pas d'inspi, quoi. Il n'y a pas d'inspi, quoi. Voilà, c'est ça. C'est flat et ça se veut quand même, ça se prend un peu au sérieux, ça se veut un peu intelligent sur regarder wink wink toutes les références que je fais à l'histoire du cinéma. Tout ça me casse un peu les bonbons, en fait. Simon? Alors moi je peux vous rejoindre très bien volontiers sur les limites évidentes que sont la narration, l'écriture, et effectivement je suis d'accord avec toi Nico, le côté criard du film. Moi arrivé à la fin je suis fatigué, vraiment, ce qui est un petit souci, sachant que moi je suis plutôt, on va dire, je résiste normalement bien aux trucs qui font du bruit et qui racontent des conneries, donc c'est peut-être que le film est pas super bien dosé à ce niveau-là. En revanche, moi, ce qui me plaît et m'intéresse, et ce qui m'a toujours rendu les Mignons sympathiques, mais que je trouve mieux foutu dans celui-là, ou c'est peut-être aussi la fatigue, c'est qu'en gros, les Mignons, qu'est-ce que c'est ? Ça me renvoie, moi, presque au niveau de Steamboat Willie, c'est-à-dire, pourquoi ils ont une forme aussi simple ? À l'origine, en animation, mais je parle bien avant la 3D évidemment, quand on voulait faire des créatures ou des animaux stylisés, on retournait à des formes très simples parce que c'était plus rapide à dessiner, ça coûtait moins cher, il y avait des raisons matérielles et économiques au design des créatures. C'est pas le cas des Mignons, on les fait avec des quantités d'ordinateurs, d'ingénieurs, de graphistes, de créateurs. Néanmoins, de par leur apparence, c'est-à-dire des petits machins informes, ils se mettent mécaniquement dans cet héritage-là, et je trouve que la saga a toujours su à peu près gérer ça, et que là, elle le travaille bien. Elle le travaille d'autant mieux que
tout le discours méta pour moi est pas complètement vain. Il est pas complètement vain parce que tu disais, Nicolas, les références sont inaccessibles à des enfants. Oui, elles sont inaccessibles comme références. Néanmoins, je pense que le film, et moi je l'ai vu sur d'autres œuvres jeunesse qui font plein de références au cinéma de genre qu'on aime, ça fonctionne très bien comme une première porte. C'est-à-dire que des gamins vont le prendre pas comme un jeu de référence, mais comme les personnages du film, et dans quelques années, vont comprendre que ça, c'était mais ça venait de ça. Mais mon petit personnage vert avec ses 3 petits barbons sous le nez. En fait, c'était Cthulhu. Mais attends, il faut peut-être préciser un petit peu de quoi on parle, parce qu'il y a toute une première partie du film qui se passe à Hollywood, qui est une sorte de Babylone à la sauce mignon, et qui retrace l'histoire du cinéma muet, et où on va croiser, mais vraiment en caméo, c'est-à-dire en 2 secondes, Harold Lloyd, Charlie Chaplin, etc. etc. Ça fait plein de clins d'œil à Babylone, d'ailleurs, au film lui-même, aux Warner Brothers, donc qui sont quand même des références élaborés et qui peuvent échapper pas uniquement aux enfants mais même à des adultes qui seraient pas très cinéphiles. Oui, mais alors moi, peut-être pas Charlot, mais en tout cas non, les Warner Brothers, mais en fait moi ça me pose pas de problème parce que elle contribue à faire exister dans l'inconscient collectif tout cet univers de cinéma. Donc je veux dire, je suis ravi pour celles et ceux qui nous écoutent ou sont autour de la table et qui le reçoivent comme référence et l'identifient, mais je suis ravi que ça continue de faire exister ces images comme autant de petits machins blancs du petit poussé, mon cerveau fond. Ce qui m'intéresse aussi, même si c'est pas complètement réussi dans le film, on est bien d'accord, c'est que quand on parle de mignons et de monstres et de grosses créatures, on revient aussi à quelque chose qui est pas seulement de l'hommage, qui est un truc de grammaire première, essentielle du cinéma, qui est les notions d'échelle. Ce que le cinéma apporte dans le divertissement, par rapport au roman, à la photo, au théâtre, c'est que tout d'un coup, il y a King Kong. Tout d'un coup, il y a Godzilla. On est petit face à de grandes créatures. C'est un truc très important dans le cinéma. Et c'est même bien avant les kaijus et les monstres. Et je trouve que le film joue un peu de ça, ramène un petit peu de ça, encore une fois. Superficiellement et sans génie, on n'est pas face à l'âge d'or de Pixar, quand bien même fut-il révolu. Et tout ça, moi, contribue à me rendre le film, en tout cas, pas déplaisant. Arthur. Ouais, moi je rejoins Simon, je te trouve un petit peu dur, Nico, parce qu'effectivement, il est évident que s'il y a des références qui nous échappent même à nous, ça peut évidemment que les gosses vont pas le comprendre. Mais par contre, je suis désolé, un mignon qui plante un pic dans le pied d'un géant qui du coup tombe en arrière et du coup casse une maison, c'est le truc le plus slapstick et évident, facile à atteindre pour des enfants. Et il y a plein de gars comme ça, c'est-à-dire que il y a plein de gars qui sont purement visuels, purement physiques et qui du coup fonctionneront très bien sur les enfants. Je pense que tu l'as dit, tu l'as vu en VO avec des enfants qui comprenaient peut-être pas tout, ça joue aussi. Moi je l'ai vu en projection presse, donc c'est encore un autre contexte, mais le fait est que moi je trouve que le film est plutôt efficace et justement moi je le trouve presque généreux de m'inclure ça, et j'ai un peu l'impression que c'est Pierre Coffin qui nous dit bon, je sais que les parents vous en avez marre d'accompagner vos gosses, donc ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre plein de trucs qui vont faire kiffer à vous aussi en plus. Genre George Lucas coincé dans une petite boîte dans un musée, c'est que vous qui allez comprendre, mais au moins ça va vous amuser. Doublé vous. Par le vrai George Lucas par ailleurs. C'est vrai ? Oui. Ça c'est drôle. Mais du coup j'ai un peu l'impression qu'il y a ce geste de dire bon, on va amuser vos enfants, mais quitte à ce qu'ils s'amusent, autant que vous passiez aussi un bon moment avec des petites refs, avec des clins d'œil, avec des trucs qui vont jouer sur votre propre culture. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce double geste là. Je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Simon en plus sur le jeu d'échelle, parce que c'est un truc qui est du coup, moi je l'ai dit, le film pour moi il y a 2 films en un, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a une première moitié sur comment fonctionnent les mignons, le besoin d'avoir un chef, d'un monstre qu'ils vont suivre pour ensuite à un moment décider de se séparer parce qu'il y a un des mignons qui est un peu plus dans la narration et qui veut faire un film, eux qui ont traîné à Hollywood pendant longtemps. Et donc c'est vraiment, il y a 2 films en un. Néanmoins, il y a ce jeu d'échelle-là en permanence, il y a ce jeu sur effectivement les mignons au service d'un méchant, enfin, il y a plein de clins d'œil qui fonctionnent aussi sur ces thématiques-là. Je trouve que le film se suit très bien, et du coup, moi, je te trouve un peu dur, Nico, parce qu'à ce niveau-là, moi, je suis à peu près persuadé que mon neveu de 9 ans, bientôt 10 ans, va passer un très bon moment devant, tu vois. Et je sais que ma sœur, quand elle va l'emmener avec elle, elle aussi va passer un très bon moment, parce qu'elle va capter les références, parce qu'en plus, il y a des références pas qu'au cinéma, il y a aussi des références à la mythologie grecque, etc. Enfin, oui, c'est peut-être un petit peu trop gloubi-boulga, justement, mais on peut pas lui reprocher de pas être généreux. Non, mais en fait, à un moment, effectivement, le film est généreux, ok, très bien, mais c'est pas écrit. À un moment, on peut pas, on ne peut pas passer outre ce problème-là. On est d'accord. Il faut quand même se dire que le personnage de la guide du musée, donc qui nous introduit dans le film, qui est doublé par Camille Cotin en version française, ce personnage-là, à quoi il sert ? Il sert à faire de la voix off qui décrit, mais platement, le plus platement possible, ce qu'on voit. Et ça, moi, c'est ce genre d'erreur, de faute d'écriture qui m'interpelle, parce que s'il y a bien un truc qu'on peut pas leur enlever chez Illumination,
Animation, c'est que d'habitude, ils font confiance à leur animation. C'est-à-dire, quand ils te font des séquences humoristiques avec les Mignons, par la force des choses, il n'y a pas de dialogue, puisqu'on comprend strictement rien à ce que les Mignons se racontent, et on est uniquement dépendant du visuel, de la scénographie, de la dramaturgie de la scène. Du langage du cinéma, en fait. Du langage du cinéma. Et là, les mecs poussent le curseur sur le papier jusqu'à amener les Mignons dans l'effervescence de l'industrie hollywoodienne du cinéma muet. Et pourtant, pendant 40 minutes, il y a cette voix off qui vient littéralement nous expliquer ce que l'image nous montre. Et ça, cette espèce d'aveu d'échec vis-à-vis du potentiel narratif de leur animation, ça me perturbe. Parce que pour moi, c'est totalement contradictoire vis-à-vis des films qu'ils ont fait avant. J'aimerais juste ajouter un tout petit point sur le doublage en français. Globalement, je trouve que le doublage en français est vraiment de bonne facture, notamment Jacques Weber, qui double les deux frères jumeaux à la tête du studio, et qui est vraiment exceptionnel dans le personnage, enfin dans les personnages. Il est très marrant. Par contre, je pense que vous êtes peut-être familier avec la problématique de ce qu'on appelle dans le secteur du doublage le star talent, qui est le moment où les distributeurs décident d'aller caster un acteur ou une actrice qui ne fait pas de doublage. Même pas forcément un acteur ou une actrice. Même pas forcément un acteur ou une actrice. Exemple, Olivier Giroud qui doublait le Bouffon Vert dans Spider-Man Across the Spider-Verse en France. Oh waouh. Ouais, voilà. Donc il y a des décisions comme ça qui relèvent purement du marketing et qui sont parfois désastreuses. Et là, il y en a une. Sincèrement, je vois pas à quel moment ils ont validé ça sans se poser de questions. En version originale, le personnage de Max, donc le réalisateur immigré allemand qui va aider les Mignons à faire leur place à Hollywood, il est doublé, c'est bien logique, par Christophe Waltz. En français, il est doublé par Alexandre Astier avec un accent allemand. C'était pas une bonne idée. Voilà. Donc, les gars, il y a des comédiens de doublage, il y a des gens dont c'est le métier depuis 20, 30, 40 ans. Et pour certains, il y en a dont la spécialité est justement le travail des accents. Faites le job correctement, en fait. On n'en a rien à foutre d'avoir de la voix d'Alexandre Astier dans un film Les Mignons. C'est pas pour ça que les gens vont voir Les Mignons, c'est pour les Mignons. Donc faites en sorte que le doublage, il ait un peu de gueule, quoi. Parce que là, vraiment, c'est embarrassant. Donc, Alexis, n'oublions pas qu'il y a de nombreux spécialistes de l'accent bavarois et qu'il il ne te montre qu'à travailler. Si un directrice de casting de voix nous entend, vraiment, franchement, ne prenez pas Simon Yo. Surtout sur de l'animation, quoi, les gars. Allez voir Des Mignons et des Monstres de Pierre Coffin avec les voix originales de Pierre Coffin, Christophe Waltz et Jesse Eisenberg notamment. Et vous pourrez nous dire si vous êtes plutôt Toulilalou Lasagna ou Banana Gelato. Allez. La première, je crois. Ouais, bien sûr. Et vous savez ce qu'il y a 40 dedans et qui cache un monstre ? Ce qu'il y a 40 dedans et qui cache un monstre, je ne sais pas. Mais tu vas nous le dire, je pense. Ma braguette. Oh putain, j'en étais sûr. J'étais tellement sûr. J'avais tellement peur de la donner. Putain. Horrible. Allez, à la fin des années 90, Sacha, 8 ans, s'installe avec ses parents et ses frères sur l'île de Vancouver. À travers ses yeux, sous le soleil d'un été en apparence paisible, quelque chose se fissure. Leur nouvelle vie est troublée par le comportement de plus en plus imprévisible de l'aîné Jeremy. Et oui, c'est le résumé halluciné. Il fait trop chaud pour écrire, merde! Who was that? Jason. He wanted to let us know that our son is dead on the front step. Blue Heron de Sophie Romvari avec Eilul Gouven, Amy Zimmer et Inrigo Retti. Qui veut commencer sur ce film, Alexis ? Alors, c'est particulier parce que je pense que Blue Heron est un film qui, à mon sens, n'exploite pas complètement son potentiel et c'est dommage. Je vais le dire tout de suite, même si évidemment je ne vous dévoile pas la fin, mais c'est un film qui pour moi éclot pleinement dans les 20 dernières minutes. Les 20 dernières minutes, vraiment, c'est le moment où le film ouvre les bras vers son spectateur et c'est le moment où émotionnellement il se passe quelque chose de fort. Avant, je dirais pas que ce que je vois est mauvais, loin s'en faut. Il y a une recherche dans le cadrage, dans la photographie, dans la direction d'acteurs, dans le montage et comment le montage va raconter de façon à la fois linéaire et en même temps morcelée, et de plus en plus morcelée même, cette histoire familiale intime, mais je perçois, et j'en resterai là pour ce premier tour de table, une sorte de préciosité, un caractère un peu chichiteux, désolé de le dire de façon aussi familière, qui me semble être contre-productif parce que ça m'éloigne du film. Alors que pourtant, le film a pour ambition de traiter un sujet qui, je trouve, n'est pas beaucoup traité au cinéma, alors que c'est un sujet qui est très fort et qui se prête très bien au traitement cinématographique. Oui, je vais prendre le relais. Blue Heron est un film qui m'est globalement sympathique, mais qui a des atours qui peuvent être très antipathiques, surtout au début. Pour vous le dire simplement, c'est un film qui va un peu
aligner les tropes du cinéma indépendant Sundance américain. Avec dans son cadre, dans son choix de cadre fixe très contemplatif, dans le traitement de son image. Je pense que le film est tourné en 8 ou en 16 mm, vraisemblablement. Ça m'étonnerait pas en tout cas. En Super 16, oui. Oui, en Super 16, oui. Et donc voilà, donc on est vraiment dans le cadre du cinéma US indé. Et ça, moi, ça aligne tellement de tics de réalisation que ça a tendance à me mettre à distance au début. Heureusement, Sophie Romvari a un sujet très fort, très beau, qu'elle embrasse, avec effectivement un retournement à un moment donné dont on ne vous dira rien, mais qui est d'ailleurs assez troublant, parce qu'il faut du temps avant de comprendre ce qui est en train de se passer. Et moi, c'est très sincèrement les sous-titres qui m'ont aidé à comprendre ce que j'étais en train de voir à l'image, et les personnages qui étaient en train de parler, puisqu'il y a à un moment donné un gap temporel qui se passe. Et là, il y a quelque chose de très émouvant, parce que j'imagine, et je suppose qu'il y a une part d'autobiographie là-dedans. C'est totalement le cas. Voilà. Et donc là, il y a un regard très touchant et un lien assez bouleversant entre le présent et le passé, qui donne effectivement son épaisseur et sa dimension réelle au film. Arthur. Je pense que je suis celui qui a le plus aimé le film. En fait, ce que vous appelez être chichiteux et un peu trop classique au début. Moi, j'ai pas dit chichiteux. On parlera de chichiteux pour un autre film, mais pas pour celui-là. En tout cas, moi, ce que je vois dans cette première moitié, il y a un geste de cinéma en fait qui, donc, transcendé par la fin, on est tous d'accord, mais j'y retrouve moi quelque chose qui tend presque d'une certaine manière vers My Father Shadows, sur le travail de la mémoire et de ce dont on se souvient, et pour moi c'est cette réalisatrice qui va raconter ses souvenirs d'enfance, de comment elle a perçu à l'époque, comment ses parents ont vécu une situation, avant d'ensuite questionner tout ça différemment. Et effectivement, je ne dirai rien, mais pour moi il y a un jeu qui se joue sur la question du souvenir, du mémoire. Alexis parlait du cadrage, et pour moi c'est quand même pas anodin la manière dont où on est placé, où on se situe, et donc cette longue mise en place, pour moi elle sert à rendre la fin d'autant plus puissante. C'est-à-dire qu'on peut trouver que ça fait Sundance parce qu'il y a un grain, parce qu'il y a une colorimétrie, parce que ça joue, etc. Parce qu'il y a des plans fixes sur des pissenlits, parce que... voilà, tu vois. Ouais, mais c'est tellement pas représentatif du film. Moi, je trouve ça plus grand que ça, en tout cas. Je trouve que c'est un geste de cinéma, encore une fois, mais vous savez que moi, ça me parle, les trucs autobiographiques qui réussissent à prendre autant de recul pour raconter quelque chose d'aussi personnel. Et puis ça raconte quelque chose aussi de à quel point on se sent proche de sa famille, de ses secrets de famille, de sa mémoire, de ce qu'on n'avait pas le droit de dire et de ce qu'on n'avait pas le droit de penser. Et je trouve que ça va questionner plein de choses de manière très intelligente, dans un final qui est un des trucs les plus malins et fin, c'est pas le terme, mais que je trouve hyper beau. En fait, moi, c'est un film qui m'a bouleversé, mais vraiment bouleversé. Donc, je ferai pas l'avis critique le plus acéré de la bande, sachant qu'il fait effectivement 67 degrés à l'ombre. Mais voilà, moi, je vous trouve un peu dur sur le côté un peu long du début. Moi, c'est un film qui m'a vraiment transpercé le cœur. Simon. Moi, c'est un film sur lequel je suis partagé, quand bien même je le trouve de très grande qualité. Pour ce premier tour, je vais d'abord commencer sur les limites pour moi. C'est pas tant que je le trouve Sundance ou chichiteux, même si ça recoupe un peu ce que vous dites, c'est que j'ai l'impression qu'à plein de moments, ces ressorts plastiques relève presque plus, on va dire, du dispositif vidéo d'art contemporain que du cinéma. Oui, c'est vrai. Et c'est pas que je trouve ça scandaleux, c'est pas que j'ai un mépris particulier pour cette forme d'art, c'est juste que c'est pas les mêmes codes, ça fonctionne pas forcément pour moi au cinéma, et donc ça me met, pendant un temps, mais un temps seulement, un peu à distance. De même, moi je n'ai rien contre l'autobiographie, je n'ai rien contre la fiction. Le mélange des deux peut souvent m'apparaître bancal, et c'est bien ce qui est le cas ici, parce que l'histoire qui nous a racontée n'est pas l'histoire de la famille de la réalisatrice. Elle va mélanger cette histoire de pure fiction avec la sienne, qui sont différentes et interconnectées. Elle va mettre des objets, notamment précis, qui ont lien avec son passé à elle, pour être employé, utilisé par des personnages de fiction. Et ça, moi, c'est un truc, non pas que je trouve inintéressant, mais qui peut me faire un peu diversion sur moi. C'est-à-dire que je commence à me demander la nature de ce que je regarde, plutôt que d'être happé par l'émotion, et donc ça me met un peu à distance. Ces petits problèmes étant cités, moi, je sais gré au film de faire un truc qui me paraît très difficile, très compliqué à atteindre, et qu'il atteint merveilleusement, notamment dans ces 20 dernières minutes. C'est que quand bien même il parle d'un truc terrible, quand bien même il raconte une histoire qui est difficile,
Ça n'est pas un mélo ou une tragédie dont le seul but ou dont l'intention serait purement et simplement de nous dévaster le cœur, de nous émouvoir. Ça n'est pas non plus un réquisitoire, ce que ça pourrait être, sur comment une famille ne veut pas ou ne veut pas voir une situation donnée jusqu'à une issue terrible. Moi, il me semble que c'est un film qui a plutôt envie de réconciliation, d'amour et de chaleur humaine dans un sens beaucoup plus agréable que ce qui nous arrive actuellement avec la canicule. Et ça, c'est quand même pas évident à réussir. Moi, c'est un film de réconciliation. On a tous dans nos familles, à des degrés divers, des secrets, des choses qui se sont mal passées, des gens qui ont été victimes de leur famille. Tous et toutes. Et quel que soit le degré de gravité, je veux dire, je pense qu'on peut tous, à différents niveaux, se connecter, se sentir en écho avec ce qui est raconté dans le film. Et c'est un film qui, moi, quand j'en sors, me donne envie de faire la paix avec les miens. C'est pas évident quand même, c'est une sacrée belle chose, je trouve. Pour préciser un tout petit peu ce que je disais en début de discussion, parce qu'effectivement, vous avez raison, le film est de fait très émouvant, et il y a beaucoup de choses qui sont réussies dedans. En vrai, surtout, je trouve que le film réussit le plus, c'est de contourner tous les clichés potentiels qui se tenaient sur sa route, quoi. Parce que tu peux vite tomber dans le pathos et le larmoyant quand tu racontes ce genre d'histoire, surtout avec le côté du souvenir, la nostalgie, etc. Et je trouve que le film arrive avec une grande subtilité à systématiquement enjamber tout ça. On va juste préciser ce que le résumé d'Allociné ne précisait pas, c'est que le grand frère, qui est son demi-frère, le fils de sa mère d'un autre mariage, est ce qu'on appelle neurodivergent non diagnostiqué. Oui, exactement. Et il a du coup... il a des comportements qui font vaciller l'intégralité de la famille. Voilà. Oui, et par la force des choses, comme il n'a pas l'accompagnement dont il a besoin, tu le comprends très vite dans le film, il est sur une très mauvaise pente d'un point de vue psychiatrique, et ça va pas aller en s'arrangeant, quoi. Mais je trouve que le film est très subtil dans le traitement de ce truc-là. L'acteur est génial. L'acteur est super. Et de manière générale, tout le monde joue très bien là-dedans. Il n'y a pas de fausse note. Jérémy est vrai particulièrement... Mais là où, moi, par la force des choses, j'atteins une réserve, qui est peut-être une réserve personnelle, d'ailleurs, après tout, c'est que parce que y a cette éclosion sentimentale finale, je peux pas m'empêcher de me dire, en fait, le film existe avant tout pour cette séquence. Pour ce moment où le personnage de Sacha, après un temps suffisant d'introspection et de rétrospection, est capable de poser les mots justes sur ce qu'elle a vécu et sur le parcours de son frère. Mais oui, mais par la force des choses, comme il y a cette éclosion finale qui est très forte, tout le reste du film me semble être, quelque part, un temps d'attente, en fait. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti en tant que spectateur. Je ne savais pas où allait le film, mais je me suis dit, j'ai l'impression qu'on n'est pas à fond là. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose, je suis pas assez emporté. Et en fait, je suis pas assez emporté parce que je pense que le film n'existe, en vérité, que pour que cette séquence-là existe. Ce qui, en ce qui me concerne, est toujours un peu une limite, quoi. Arthur, pour conclure. Moi, c'est justement... En fait, je pense que c'est justement là le propos du film. C'est-à-dire que pour moi, c'est un film qui raconte ce que beaucoup de gens traversent. Je sais que... Enfin, moi, c'est le cas, mais je pense que je suis loin d'être le seul. Aller voir un psy, c'est travailler sur ses traumas du passé, c'est questionner justement le rapport à la famille, c'est se ressouvenir tout ce que l'on a vécu, et ça nécessite un travail de reprocession de ce qu'on a vécu plus jeune, long. On est obligé de se replonger dans ses souvenirs, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a vu. Et pour moi, c'est un film qui travaille ce rapport-là au passé pour essayer de mieux comprendre, quand on est une fois adulte, ce qui s'est réellement déroulé, qui a vraiment dit quoi, etc., etc. Donc en fait, je pense que le film ne fonctionne certes que parce que ces 20 minutes-là, à la fin, qui sont très puissantes, mais ces 20 minutes-là ne sont puissantes que parce que tu as une longue intro avant qui te permet de rentrer dans justement ce process où on voit cette jeune Sacha qui est au milieu de tout, qui essaie de comprendre, mais qui comprend pas. On se concentre beaucoup sur elle, malgré tout, même si le conflit, c'est évidemment les parents et Jérémy. Il y a moi, je vois vraiment ce geste de est-ce que je peux avancer ? Est-ce que je peux m'améliorer ? Est-ce que j'aurais pu changer quelque chose ? Et à un moment, accepter que le passé, c'est le passé. Et donc, pour accepter ça, tu es obligé de regarder le passé droit dans les yeux et donc à un moment de t'y plonger. Donc, moi je comprends ta limite, mais pour moi, c'est justement, je pense, tout le postulat de base du film. Donc, ça passe ou ça casse visiblement, mais pour moi, le film ne pouvait pas faire autrement. Allez donc voir Blue Heron de Sophie Romvari avec Eylul Guven, Amy Zimmer et Enrico Retti. Vous pouvez nous dire si vous êtes plutôt partir sur les traces de votre frère neurodivergent ou vous êtes vous-même tellement pété du casque que bon, ça va aller, quoi. On est obligé de répondre ? Non. Dans Réponse C. Allons faire un tour en Pologne où, on l'espère, le thermomètre est moins haut. Bethany est en vacances à Varsovie avec son fiancé lorsque son chemin recroise celui d'une amie, Nell, avec qui elle entretenait une relation électrique. Au même temps, l'Etna entre en éruption. Mount Etna erupted yesterday. Can I come up? You look the same. And you look different. My boyfriend's gonna propose tomorrow. With him, the earth doesn't shake.
Éruption de Peter House avec Charlie XCX, Lena Gora et Will Madden. Arthur, c'est un gros coup de cœur de ton côté? Non, pas du tout. Pardon. Non, j'aime bien le film, je pense que je suis le seul qui va le défendre ici, mais c'est pas un gros de cœur, c'est un tout petit truc. Mais c'est un tout petit truc pour lequel j'ai beaucoup de sympathie pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'adore Charlie XCX. J'y peux rien, c'est un truc, j'allais dire c'est physique. Non, c'est plus que ça. J'adore ses musiques, j'adore ce qu'elle représente, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle est. Et je sais qu'elle veut mettre le pied dans le cinéma. On sait qu'elle sera bientôt dans Greg Araki. On sait qu'elle a joué dans plusieurs films qui ne sont pas encore sortis en France. Et là, on sait qu'elle a été impliquée dans l'écriture du film. Elle a accompagné Pete Ho. Elle a même été là en France. Bon, il se trouve qu'il y a la Fashion Week, ça aide, mais elle était là en France pour défendre le film aux côtés de Pete Ho. Donc il y a un truc où on sentait que c'est un film qui était personnel pour elle. Et quand je vois le film, je suis étonné parce que je trouve qu'elle joue de l'inverse d'elle-même. Pour un truc très con, le rapport au couple, le rapport à j'en sais rien, à l'hygiène de vie. Il y a des trucs où moi qui connais un peu ce qu'on connaît de la persona de Charlie XCX, parce que bon, je veux pas non plus créer un lien parasocial avec elle, hein, je dis pas que c'est ma meilleure amie, mais vous voyez ce que je veux dire. Est-ce qu'elle t'a déjà invité à son anniversaire? Je vous dirai pas parce que je sais que tu serais jaloux. Non, mais je trouve qu'il y a un truc en tout cas qui se dégage, qui est intéressant et qui est joli. Et en fait, j'aime bien voir l'éclosion d'une actrice parce qu'en fait, c'est ça, je trouve, ce film-là. Le film a pas 15 000 intérêts. Je pense que vous allez le défoncer à plein d'endroits sur lesquels je vais avoir du mal à vous contredire parce que oui, je vais avoir du mal à vous contredire. Je vous laisserai le faire, mais en tout cas, il y a ça que j'aime vraiment beaucoup. Et puis, il y a un autre truc, et je terminerai mon premier tour là-dessus, c'est que malgré tout, quand bien même c'est chichiteux, blablabla, je crois que j'aime bien ce personnage un peu détestable qui se pose juste la question de est-ce que je suis avec la bonne personne, et de trouver un moment à un endroit l'échappatoire qui était un échappatoire du passé et qui croit qu'on peut s'en sortir en se replongeant dans les amitiés du passé, alors que parfois la vie, on avance et on n'est pas tous au même niveau. Et quand tu as deux personnes plutôt toxiques qui pensent qu'ensemble ça fonctionne, la preuve, elles sont persuadées que dès qu'elles se retrouvent il y a une éruption volcanique, c'est dire le niveau de pas de mégalomanie, mais il y a un délire quand même. Je trouve que ça raconte quelque chose des liens qu'on tisse et qu'on veut tisser et qu'on veut développer. Je dis pas que c'est le film le plus intelligent sur le sujet, mais en tout cas ça a la politesse de pas être trop long et d'essayer de creuser ce sillon là. Voilà, c'est pas beaucoup plus que ça, mais c'est déjà ça. Le film dure 1h11, faut-il préciser. Je l'ai dit, c'est pas très long. Oui, alors moi, je trouve que j'ai un peu moins aimé que toi, Arthur. Et mais je vais essayer d'être un peu rigolo parce que j'ai pas du tout envie de m'acharner sur le film. Tu l'as dit, c'est un tout petit film, et c'est vrai. Il faut pas, tu vois, c'est pas un espèce de truc d'auteur tonitruant qui viendrait nous dire pam pam pam, je roule des mécaniques, je suis une bête de festival. D'ailleurs, non, c'est pas le cas. Donc vraiment, voilà, j'ai pas du tout envie de m'acharner. Je vais essayer juste de rire un peu avec vous et avec le film. Et moi, j'aimerais pour ce premier tour de table lui reconnaître deux qualités essentielles qui ont fait que j'ai pris quand même un certain plaisir. Faut pas se mentir. Le premier, c'est que oui, c'est pas bien de regarder au ralenti un accident de voiture quand il y a un ralentissement sur l'autoroute. Mais si c'est quelqu'un que vous n'aimiez pas, qui conduisait et qui a fait une grosse queue de poisson avant, vous pouvez quand même lui faire des doigts en passant, quoi. Ensuite, parce que moi, je dois avouer que je ne supporte pas Charlie XCX et que ses incursions dans le cinéma déjà me hérissent le poil à un niveau incroyable. C'est-à-dire que quand Britney Spears elle fait Crossroads, c'est peut-être pas bien, mais au moins c'est marqué dessus. Tu vois, personne fait semblant qu'on va avoir affaire à un monument de cinéma. C'est un véhicule à star, et à partir de là, ou Justin Timberlake qui fait The Social Network et Inside Llewyn Davis. Exactement. Voilà, on est, les gens sont au bon endroit de ce qu'ils veulent faire, de ce qu'ils sont et machin. Il y a pas de problème, allez-y, faites-vous plaisir. Voilà, elle commence à me courir sur le haricot sévère. Et puis, il y a une autre grande qualité dans ce film. Moi, je fais partie des gens qui ont beaucoup de curiosité, d'intérêt pour ce qu'on pourrait appeler la théorie physique et mathématique, notamment toutes les questions quantiques. Mais comme beaucoup de gens qui ont un cerveau simplement humain, je ne comprends rien. Je ne comprends pas trop comment ça marche, la relativité d'Einstein. C'est pas évident de me l'expliquer. Personne n'a encore réussi. Et ben là, voilà un film qui, matériellement, dure 1h11, mais va vous faire expérimenter ce que c'est qu'un tour autour de la Terre de 7 ans. Et quelque part, c'est un peu le chat de Schrödinger. Vous serez dans la salle, à la fois vivant et mort. Vous serez dans cet espace-là, en train de regarder un petit film et de souffrir totalement. Quelque part, ce film, c'est la relativité à la portée de tous. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, c'était le One Man Show de Simon Rio. Parce que toi, tu vas pas faire la même chose. Bon, non, moi je vais pas. Non, moi je veux pas dire grand chose, Alexis. En fait, Arthur, t'as raison de dire que ce film-là, il faut insister là-dessus, est un tout petit truc. Je pense qu'il faut préciser la nature du truc en question. C'est un coup de com' marketing. Ni plus ni moins. Parce que, attention, et je dis ça, moi j'ai pas d'animosité particulière pour Charlie XCX, pour être tout à fait honnête, je m'en branle. Mais je sais que c'est une pop star. Et je sais que depuis, on va dire, grosso modo,
une vingtaine d'années, le formatage industriel des pop stars, et tout particulièrement des pop stars internationales comme Charli XCX, il est monté en grade, mais de façon sévère. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que si vous avez en tête les pop stars des années 80, Michael Jackson, Prince, Cyndi Lauper, c'est des gens qui ont mis d'une façon ou d'une autre le pied dans une machine qui les dépassait un peu, mais qui ont quand même réussi à imposer des trucs anti-conventionnels et sacrément risqués d'un point de vue marketing aux maisons de disques, parce qu'à l'époque, l'artiste avait quand même un peu de puissance. Pourquoi je fais mention de ça ? Parce que je pense que Charli XCX, elle a tout à gagner d'un point de vue strictement d'image, à dire, bah voilà, en fait, j'ai beau être une pop star qui remplit des gigasalles et que tout le monde connaît, que tout le monde adule, et bah moi aussi... j'aime bien les petits films, moi aussi j'aime bien les petits artistes, moi aussi j'aime bien sortir des clous, donc là je vais produire et participer à l'écriture d'un film. C'est un petit film d'auteur, tourné en Pologne, qui coûte 3 fois rien, qui dure 1h11, qui sera distribué comme ça un petit peu dans quelques salles d'arrêt essai un peu dans le monde, un truc un peu confidentiel. Bon, tout ça c'est du chiquet. Je pense que le film n'existerait pas s'il n'y avait pas Charli XCX dedans, parce que ce film n'a rien à raconter. Cette alchimie supposée entre les deux personnages féminins, elle n'existe pas à l'écran, jamais. Cette relation de couple, elle est ni toxique, ni intéressante, c'est vraiment l'archétype du petit couple qui est déjà engagé sur la voie de la rupture et qui s'en rend pas encore compte. Le fait que ça se déroule en Pologne, alors là, si quelqu'un est capable de m'expliquer pourquoi la Pologne plutôt que la Hongrie ou la République tchèque ou la Russie... la Russie, on a des idées. Excellente question. Oui, la Russie pour des questions diplomatiques, mais après tu peux tourner dans un autre pays et dire que c'est la Russie, puis ça passe. Tu pourrais tourner, j'allais dire en Ukraine, non. Non, mais tu vois, pourquoi la Pologne spécifiquement ? Parce que c'est des paysans. Parce que ça s'inscrit encore une fois dans cette logique marketing il faut que le film il donne l'impression de sortir des sentiers battus. Il sort pas du tout des sentiers battus. C'est un ramassis de clichés. Et en fait, le problème c'est que fondamentalement, moi je peux comprendre que ce genre de film puisse plaire aux gens. Et je trouve que dans sa catégorie, pour laquelle vous l'aurez compris, j'ai une certaine antipathie, c'est loin d'être le pire exemple. On a vu 1000 fois pire que ça en termes de marketing, d'opportunisme, ou même en termes de cinéma d'auteur faisandé, guindé. On a vu pire. Mais c'est juste que les coutures sont grossières et fondamentalement, ça permet de remettre au moins cette question-là sur la table, notamment avec les films de Quentin Dupieux. On parle souvent de la durée des films. Et Quentin Dupieux, il a cette posture, lui, quasiment militante, de dire, moi, en tant que spectateur, j'ai toujours trouvé que les films étaient trop longs, donc je mets un point d'honneur à faire des films courts. En fait, on s'en fout de la durée du film. Ce qui compte, c'est est-ce que ce qu'il y a sur l'écran est indispensable ou pas. Voilà. Laurence d'Arabie, ça dure 4h30, tu peux pas couper une seconde. Éruption, ça dure 1h11, ça pourrait durer 25 minutes. Donc il y a un problème qui n'est pas lié à la durée du film, qui est simplement lié à ce que le film contient ou ne contient pas. Oui, je vais pas rajouter grand chose. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, pareil, je peux particulièrement envie de m'acharner ou de taper sur ce film. C'est pas du tout ma came. Je passe pas un bon moment. Et je pense que Arthur a la clé. C'est-à-dire que si vous aimez Charli XCX, allez-y. On parlait pour Blue Heron du film précédent de quelques affaîtries, disons, qui le catégorisent comme cinéma d'auteur. Là, c'est pas des affaîtries, là. Je veux dire, c'est vraiment du cinéma d'auteur, mais genre vraiment à la truelle. Donc, la voix off est compliquée. Il y a des plans fixes sur des bouquets de fleurs. Enfin, c'est effets de style, le montage. C'est con parce que le film commence effectivement par une série de gros plans sur des bouquets de fleurs qui sont très jolis. Oui, mais moi, ça commence et je me dis, mais c'est pas mal usité. Il y a un peu de soin et tout. Puis bon, après, le film tombe un peu dans la grisaille permanente, quoi. Donc voilà. Je pense qu'Alexis a dit ça. Si c'est pas déplaisant. Tout n'est pas jeté à la poubelle. Mais voilà, si vous aimez pas Charli XCX et que vous en avez rien à foutre comme moi, vraiment vous allez pas. Enfin voilà, moi ça m'intéresse pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. Non, il y a peut-être aussi un truc qu'on peut dire. Moi personnellement, c'est une direction stylistique qui ne m'intéresse pas et qui peut m'être antipathique, mais c'est loin d'être le cas de tout le monde. Si vous êtes amateur et un peu fétichiste de la nouvelle vague, c'est aussi fait pour vous. C'est vraiment un film qui veut s'inscrire là-dedans. Son rapport à la voix off, au montage, c'est vraiment ça. Moi, je sais que ça me laisse très froid parce que j'ai l'impression que c'est une recréation un peu artificielle, mais sérieusement, c'est vraiment une des intentions du film. Et si ça vous branche, tentez le coup. Moi, c'est pareil, j'aime les dinosaures. Tous les films avec des dinosaures me paraissent un minimum réussis. Il faut savoir qu'il va chroniquer pour vous d'ailleurs prochainement le nouveau Pas de Patrouille. Il s'en est engagé. Il a dit qu'il le ferait, donc il le ferait parce que c'est Pas de Patrouille et les dinosaures. C'est les dinosaures et Pas de Patrouille. Voilà. Moi, juste pour conclure,
va falloir s'y habituer. Charlie XCX, elle est là, donc tu l'as dit, c'est peut-être un petit geste d'auteur marketing, Alexis. Je vous le dis juste pour que vous soyez au courant. Elle joue dans donc le remake de Faces of Death par Daniel Goldhaber, qui est le mec qui avait fait How to Blow Up a Pipeline. Elle joue dans le nouveau Greg Araki, Aventure Sex, qui sort le 29 juillet, si je ne me trompe pas. S'il y a bien un gars à qui je fais confiance pour justement contrer toute la machine marketing autour de XCX, c'est bien Greg Araki. Mais elle jouera aussi dans un des prochains Takashi Miike, elle jouera dans le prochain Romain Gavras, elle jouera dans le prochain Cathy Yan, qui est la réelle. J'ai que Birds of Prey en tête, mais je sais qu'elle a fait un autre film qui était super. Pour l'instant, là, il n'y a rien de positif dans ce que tu me cites. C'est que le début. Un réal japonais sur le retour, un clipper et la réalisatrice d'une merde d'ici, c'est pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle n'est pas comme justement une Britney Spears qui a fait son film à elle pour se faire son kiff à elle ou quoi. Elle est plus comme un Justin Timberlake qui a essayé de se faire une vraie carrière au cinéma. Par ailleurs, je le dis, des films que ici on aime beaucoup. Ah oui. Il y en a un sur ma droite à qui j'ai même fait une émission du mal-aimé sur un film avec Justin Timberlake. Donc le film de SF avec le temps, c'était vachement bien. Time Out, c'était super. Mais Timberlake. Donc on n'est pas à l'abri qu'à un moment Charlie XCX éclose vraiment en tant qu'actrice. Il faut quand même préciser que Timberlake n'est pas juste un chanteur qui passe une tête au cinéma quand ça se présente bien pour lui. De fait, il a les deux casquettes. C'est un excellent comédien. Il a bien commencé quelque part, Alexis. Charlie XCX, là, c'est son premier rôle au cinéma. Timberlake qui a commencé chez Disney. Non mais oui, je veux bien commencer quelque part, mais c'est pas la règle en fait. Tu t'es pas obligé de commencer par un film pas intéressant dans lequel tu n'as rien à jouer et rien à défendre. T'es pas obligé de faire ça. Tu peux aussi te remettre à la volonté d'un réalisateur et travailler un minimum ton personnage et travailler tes rôles, tu vois. Et effectivement, Timberlake qui vient de la maison Disney, ça veut dire qu'il a appris à chanter, jouer la comédie et danser dès qu'il était môme. Je veux dire, il a quand même un bagage. Ryan Gosling vient de la maison Disney aussi. Allez tout de même jeter un coup d'œil si vous le souhaitez à ce film iconoclaste. Éruption. C'est la fête du cinéma et il fait chaud. Allez-y, oui. Bon, ça dure qu'1h10, mais bon. Pete Hose, on dit Pete Hose, je pense, ouais. Avec Charlie XCX, Lena Gora et Will Madden, et vous pourrez nous dire si vous êtes plutôt entré en éruption au contact de votre bestie ou... Ah, Simon. Vite fait, mal fait, ça pourrait être le sous-titre de ce conducteur. On passe à la critique pipi avec un film de 2012, et oui, qui sort aujourd'hui en salle Arthur. C'est Iga, la mouche vengeresse de SS Rajamouli. Exactement. En fait, je voulais vous en parler parce que c'est pas une ressortie salle, c'est la première fois que Iga sort en France. Et c'est pas un petit truc. En fait, il se trouve que Carlotta fait un grand événement autour de SS Rajamouli qui est donc de passage en France. C'est une première. SS Rajamouli qu'on a découvert avec les deux Bahubali et surtout en 2022 avec RRR qui est même allé jusqu'aux Oscars. Et donc Carlotta décide d'accompagner Bahubali et RRR dont ils ont les droits avec en plus une exploitation de son film précédent. Alors attention, SS Rajamouli, il commence dans les années 90, il va faire des trucs très différents, il va commencer à aller vers un terrain un peu plus mythologique dans les années 2000, et il fait un truc de fou furieux en 2012, c'est-à-dire qu'il a fait des films de grande ampleur, etc. Et il fait un film où il revient, après avoir raconté les grands récits des dieux gigantesques, à l'infiniment petit, puisque Eiga, outre le fait que c'est un film comme vous n'en avez littéralement jamais vu, mais vraiment, je pèse mes mots, comme littéralement, vous n'en avez jamais vu. C'est l'histoire d'un gars qui est amoureux de sa voisine, donc c'est un gros forceur pendant une demi-heure, c'est très difficile à regarder pendant une demi-heure. Il meurt, et il se réincarne en une mouche qui va se venger du mec qui l'a tué, qui est donc un mec un peu riche qui veut draguer la même meuf. Et quand je vous dis que pendant 1h45, on a une mouche qui va essayer de tuer un gars, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il se passe à l'image. Vous ne pouvez pas concevoir un millième de ce que fait Rajamouli avec sa caméra, avec ses effets spéciaux très datés, où on dirait des premiers courts-métrages Pixar, et en même temps, tu sens qu'il expérimente en permanence. Il y a un truc qu'on ne peut pas reconnaître, qu'on ne peut pas nier à Rajamouli, c'est qu'il apprend de ses erreurs à chaque fois, il essaye d'augmenter, d'améliorer son cinéma. Quand on passe de Eiga à Bahubali à RR, on voit le cheminement, et ça c'est pour que les 3 derniers films, quand on regarde un peu de plus loin, c'est vraiment le cas. C'est un film qui est fou. C'est un film qui est fou furieux, qui se termine, et je vous jure que c'est vrai, qui termine générique de fin, scène de danse à la cinéma indien, parce que c'est pas du cinéma Bollywood, Rajamouli c'est Tollywood, hein, c'est en langue Telugu, exactement. C'est en Telugu, donc c'est autre chose, mais c'est un film qui va casser les codes. Par exemple, pour vous donner une idée de à quel point c'est un film important, c'est un film qui casse les codes de, normalement dans le cinéma indien, que ce soit Bollywood, Tollywood ou quoi, on a 8 chansons, bah là il n'y en a que 2. Donc c'est un film qui prend conscience d'un moment où on peut casser les moules, on peut casser les codes, mais qui termine par une séquence dansée où il reprend une chorégraphie d'un de ses films précédents, mais par la mouche. Pour s'en foutre de la gueule, je vous mets une danse parce qu'il faut vous le dire, mais vous voyez bien qu'on n'en a pas tant besoin que ça. C'est un film qui est hyper
introspectif. Je dois être honnête et je terminerai là-dessus. Le film sort en salle, mais le film sort également en Blu-ray en quasi simultané chez Carlotta. Et moi, je l'ai vu en Blu-ray. Dans les Blu-ray, on a 2 bonus par un des plus grands fans en France de Rajamouli, qui est aussi une des personnes qui a permis, en tout cas, je pense, à mettre les lumières sur son cinéma en dehors de RRR, qui est Christophe Gans. Et bien, les 2 bonus de Gans aident vraiment à comprendre l'ampleur de Rajamouli, l'ampleur de son cinéma, l'ampleur de ce mouvement-là, et l'impact d'un film aussi tarbé que celui-là, parce que vraiment, vous n'aurez rien vu de ça. Je pense que c'est le film le plus intéressant intellectuellement de la semaine. Et c'est quand même pas rien pour dire que c'est un film de 2012 déjà sorti en salle partout dans le monde, sauf chez nous. Attention, film le plus intéressant intellectuellement de la semaine, nous n'avons pas encore terminé. C'est vrai, t'as raison, excuse-moi. Puisqu'il reste encore un film dans notre petit panier de courses hebdomadaires, le nouveau film de Michel Leclerc, est ce qu'on pourrait appeler un picaresque porn avec D'Artagnan, Cyrano, Louis XIV, Molière et Madeleine Béjart. Il manque plus que Godzilla et on est bon. Maman! Moins fort. On n'appelle pas maman la reine de France. Est-ce qu'ils vont venir nous tuer? D'Artagnan, Louis doit quitter secrètement le palais cette nuit même et se cacher hors de Paris. Ne vous inquiétez pas, Votre Altesse, sur tout prévu. Louis va quitter le palais secrètement cette nuit même et se cacher hors de Paris. Oui, c'est ce que je viens de dire. Les Caprices de l'Enfant Roi de Michel Leclerc avec Artus, Juliette Piaton et Franck Dubosc. Simon. Quel drôle d'objet. Quelle bizarrerie. C'est un film qui semble nous dire en permanence j'ai de vraies ambitions poétiques et j'ai envie de dire de relations énamourées avec notre patrimoine littéraire et théâtral, qui semble nous dire en permanence non mais attends, on va pas déconner, je suis aussi un récit d'aventure et de KPDP, non mais attends, je me fous pas de toi, je suis un vrai récit d'initiation, non puis il faut pas déconner, on est aussi devant une grosse comédie française qui tâche. Moi j'ai rien contre les mélanges, les ruptures de ton et tout ça, encore faut-il que ce soit digéré, encore faut-il quand on est dans le cadre d'un film en costume et d'un film en costume qui nécessite beaucoup de moyens, organiser des scènes de KPDP, ça demande de la chorégraphie, ça demande des costumes, ça demande des cascadeurs, ça demande des techniciens, ça demande des décors. Organiser un film qui reconstitue donc le XVIIe siècle, ça demande aussi du pognon, ça demande du travail de préparation, parce que ces comédiens ils vont parler une langue qui n'est pas tout à fait la nôtre, mais qui n'est pas tout à fait celle de cette époque. Bref, ça fait un gros paquet d'ambitions. La plupart, le film les vautre totalement. Il s'y rate terriblement. Et pourtant, je veux pas apparaître trop violent avec lui pour une raison toute simple, c'est qu'à plusieurs moments, il m'a énormément surpris. Il y a Artus, on sait qu'Artus, c'est c'est à mon sens un des comédiens et des humoristes les plus intéressants et les plus imprévisibles en France aujourd'hui. Il est extrêmement versatile, il est capable de faire de la comédie ultra bourrine, de la comédie giga populaire, un petit truc en plus quand même, qui a roulé sur le box-office, mais qui est aussi capable, on l'a vu, de jouer des rôles extrêmement ambigus, très trouble, de jouer aussi avec son physique. Dans la Pampa notamment. Ambigu, ouais. Et je trouve que là, et on y reviendra après ce premier tour de table, il propose des trucs très intéressants. Le film réussit à faire un truc que j'avais pas vécu depuis longtemps, c'est me faire rire aux larmes avec Franck Dubosc. C'est pas gagné. Mais moi, Franck Dubosc, en D'Artagnan Kakoshim, un vieux beau, et en même temps objet de vrais gags de cinéma, parce qu'il y a, et on y reviendra peut-être après, un usage du Texas Switch autour du personnage de D'Artagnan que je trouve absolument incroyable. Puis à côté de ça, on a des scènes de comédie d'une platitude abominable. On a des scènes d'action, je pense que Alexis aura envie d'en parler un petit peu, qui sont navrantes. Et le film alterne comme ça, je trouve, de très belles choses, ou des embryons de très belles choses et des gros ratages. Alexis. Simon disait du film quel drôle d'objet, j'irai un cran plus loin, quel film de merde. Non, mais à un moment, je vais commencer par mettre un petit peu d'eau dans mon vin. Le film a coûté 8 millions d'euros de budget. Oui, mais c'est un problème. Faire un film de KPDP à 8 millions de budget, c'est compliqué. C'est très compliqué parce qu'effectivement, tu l'as dit, c'est un genre qui est très onéreux. Et il y a dans le film quelques vraies qualités, quelques vraies excellentes intuitions de la part de Michel Leclerc et de sa co-scénariste qui est toujours Baya Kasmi. Notamment le fait de caster Artus pour jouer Cyrano de Bergerac. Parce que, en fait, la grande qualité d'Artus, c'est pas nécessairement le meilleur acteur de sa génération, mais par contre, c'est quelqu'un qui a compris que le boulot d'un acteur, c'est de servir un personnage. C'est pas de venir faire le show et rouler des mécaniques. Non,
Non, on m'a confié une tâche, on m'a confié un personnage, il a son caractère, il a ses habitudes, il a son ethos. Bah moi, je dois faire mon boulot pour que ce qui existe sur le scénario existe devant la caméra. Et de fait, en Cyrano de Bergerac, il est très touchant. Il est exactement ce qu'il faut de rustre, et en même temps, il a ce côté très flambeur, très sûr de lui. Il a une espèce de romantisme un peu désuet, un peu timide, qui fonctionne super bien. Donc oui, il y a cette relecture du personnage de Edmond Rostand qui est super. Et justement, moi, tout le film, l'immense frustration que j'ai, c'est de me dire si seulement je pouvais voir cette version du Cyrano de Bergerac dans un film de Philippe de Broca ou de Bertrand Tavernier. Parce qu'en fait, il est là le vrai problème. Moi, je regarde toujours, ou du moins j'attends toujours avec un peu d'intérêt le cinéma de Michel Leclerc, parce qu'en termes de comédie, je trouve que ce mec, il a un vrai talent. Effectivement, tu l'as dit, il y a un jeu autour de D'Artagnan et du Texas Switch. Je précise ce que c'est pour les gens qui nous écoutent. Le Texas Switch, c'est une très vieille astuce de scénographie qui remonte à l'époque du muet. C'est quand, au sein d'un même plan, tu as une substitution entre le cascadeur et l'acteur. Il y a un exemple assez célèbre dans un James Bond, c'est dans On ne vit que 2 fois, où tu as le cascadeur qui double Sean Connery, qui se jette dans le vide et qui atterrit sur une espèce de toile, et il roule pour sortir de la toile, il disparaît derrière, et c'est Sean Connery qui ressort. Évidemment, c'est pas Sean Connery qui a sauté, mais parce que ça a lieu dans le même plan, dans le même cadre, t'as l'impression que c'est l'acteur qui a fait sa propre cascade. On cache le cascadeur et on passe du cascadeur à l'acteur au sein d'un même plan. Voilà. Ça se fait beaucoup dans les scènes de combat, ça peut arriver, où un cascadeur va traverser une vitre, et celui qui se relève après la chute, bah, en fait, c'est l'acteur qui attendait plié dans un coin du cadre. Et puis, il y a la scène de danse de Last Night in Soho, qui n'est composée que de Texas Switches, en fait. Donc voilà, il y a des jeux, effectivement, autour de cet artifice qui est assumé comme un artifice et qui fonctionne très bien. Mais bon, voilà, après, il y a le reste du film, quoi. Il y a Nemo Schiffman, qui, pour l'anecdote, est le fils d'Emmanuel Berco, qui joue le rôle de Molière, qui est, je suis désolé, qui est embarrassant. Il y a, de manière générale, cette espèce de regard que je trouve sacrément vieillot, définitivement, entre le mélange des genres et ça, Michel Leclerc, il n'est pas en train de filer le bon coton, parce que je peux pas m'empêcher de voir, non pas une nostalgie, il n'a pas connu cette époque-là, mais une espèce de fantasme un peu mal placé de ce 18e siècle, donc de l'époque de la Régence, entre la mort de Louis XIII et l'accession de Louis XIV au trône, où vraiment on regarde cette époque en mode, bah finalement, alors oui, il y avait des pauvres, il y avait des cutéreux, c'était dur pour eux, mais finalement, c'est pas si grave, parce que c'était des artistes. Moi, je peux pas m'empêcher de voir ça dans le film, et je trouve ça vraiment sacrément déplacé. Et puis, merde, le film de KPDP a été quand même, pendant longtemps, un monument du cinéma français. Vous ne trouverez pas meilleur film de KPDP que les films qu'on a fait chez nous. Et c'est pas faute d'avoir vu Hollywood essayer de nous piller le truc, parfois très bien. Les Trois Mousquetaires avec Gene Kelly, c'est un magnifique film de KPDP. Il n'empêche que c'est nous, avec les films de Jean Marais, avec les films de Philippe de Broca, exemplairement Cartouche et le Bossu, avec La fille de D'Artagnan de Bertrand Tavernier, c'est nous qui avons donné à ce genre-là ces lettres de noblesse, et c'est des films qui ont de la gueule. C'est des films où il y a du plan, où il y a de l'éclairage, où il y a de la DA, où on travaille la musique. La musique du film, mais quel cauchemar, quoi. On est vraiment dans le fond du bal musette ringard. Enfin, je ne comprends pas les choix esthétiques du film, et je peux pas m'empêcher de suspecter, à minima de suspecter Michel Leclerc, au fond, d'en avoir rien à branler du genre auquel il s'attaque, parce que c'est juste une excuse pour faire de l'humour et pour travailler des personnages qui l'intéressent, mais le genre du KPDP, il s'en fout. Ben dans ce cas-là, assume-le, me mets pas des combats de sabre, en fait. Me mets pas des combats de mousquetaires cadrés n'importe comment, juste assume de me faire une comédie qui se passe à cette époque-là, mais dans laquelle il y aura pas d'éléments de KPDP, quoi. Parce que sinon, la comparaison avec les films de KPDP de ces dernières décennies, elle est plus que douloureuse, quoi. Mais en vrai, de ce que vous racontez, pardon, excusez-moi, j'ai pas vu le film, mais de ce que vous racontez, c'est un pastiche de ça, justement. Donc c'est peut-être pour ça qu'il l'assume pas vraiment totalement et qu'il en joue un peu et qu'il fait pas ça aussi beau. Mais même du pastiche, ça se cadre. Quand dans un pastiche, il y a une cascade, il faut qu'elle soit, encore une fois, le principe du pastiche, et justement, ou même de la parodie, mais plus spécifiquement, je pense, du pastiche, c'est que le projet la promesse que tu fais au spectateur, c'est que tu maîtrises suffisamment bien les codes d'un genre
pour t'amuser à détourner les codes du genre. On peut considérer par exemple Predator de McTiernan déjà comme une sorte de pastiche du cinéma d'action réganien, parce qu'il insiste tellement lourdement sur les gros muscles, la virilité, les symboles phalliques, que le film devient une espèce de délire crypto-gay complètement caricatural et qui en fait dézingue en permanence ce qu'il est censé iconiser. Sauf que McTiernan, en termes de cinéma d'action, il s'y connaît. Donc quand il faut faire péter les trucs, ça pète vraiment. Et c'est pour ça que le pastiche fonctionne. Là, j'ai l'impression de voir un gars qui s'intéresse pas aux films de KPDP, qui les a jamais vus, ou qui alors les a vus il y a longtemps, et qui se dit oh, ce serait rigolo, sur une petite comédie, là, puis de temps en temps, une petite scène d'action, comme ça va divertir le public. Je trouve que c'est fait par-dessus la jambe, et ouais, moi je trouve que ça donne au film une couleur sincèrement méprisante vis-à-vis du genre auquel il s'attaque, et moi ça c'est toujours un problème. Je pense pas que ce soit un bon axe, et en plus je pense que c'est pas comme ça que tu fais de la comédie, parce qu'on l'a pas assez dit, et je le redirai pour conclure, à l'exception de quelques moments bien spécifiques, le film n'est pas drôle. C'est pas marrant en fait, ça fonctionne pas. Même Franck Dubosc, ça fonctionne 3 minutes. Mais il y a un moment où je me dis, ok, c'est bon, j'ai compris le délire. T'as demandé à Franck Dubosc de mettre une perruque de D'Artagnan et tu lui as demandé de jouer comme dans ses one-man shows en 2005. Bah ouais, sauf que Franck Dubosc, il a progressé depuis ça en fait. Même dans ses propres films en tant que réalisateur, c'est plus la veine comique qu'il explore quoi. Donc c'est un peu ringard quoi. Simon, pour conclure rapidement. Oui, je voudrais néanmoins attirer l'attention sur 2 petites choses aussi qui m'ont fait apprécier le film, parce que moi je lui trouve énormément de problèmes, beaucoup en commun avec Alexis, mais quand même. Une première qui est un léger spoiler, parce que j'estime que c'est quand même traité assez vite dans le film. Comment renouveler la figure de Cyrano de Bergerac tout en respectant la dramaturgie. Donc dans la pièce originelle, Cyrano de Bergerac est amoureux d'une femme dont il n'aura jamais les faveurs, et donc il va aider un jeune homme à la séduire, et c'est tout son drame amoureux qui ne sera révélé qu'à la fin. On respecte absolument cette structure, mais on inverse. Cyrano de Bergerac, il est amoureux d'un homme, Molière en l'occurrence, et donc il aide son amie femme à séduire Molière, mais en fait lui c'est Molière qui l'émeut, et tu gardes exactement la structure, mais tu fais de Cyrano un personnage qui a une souffrance assez différente par rapport à son époque, à ce qu'il peut être, à ce qu'il peut pas faire. C'est malin de filer ça à Artus le fait très bien, je trouve ça intéressant. Et enfin moi je trouve qu'on parle pas assez de cette comédienne Suzanne Debec, qui d'habitude la joue une méchante complotiste noble, d'habitude on la cantonne vraiment au rôle d'idiote un peu neuneux. Là elle joue quelqu'un de bête mais très méchant et très expressif, et moi elle m'a fait hurler de rire vraiment. Ça t'a donné envie ou pas, Nico ? Pas du tout. Les Caprices de l'Enfant Roi de Michel Leclerc avec Artus, Julia Piaton et Franck Dubosc. Et vous, plutôt une aventure avec D'Artagnan et Cyrano, ou un plan à 3 avec Milady et le Cid ? Alors ça dépend. Si le Cid c'est Gérard Philippe, la question peut se poser, mais avant sa mort. Quand même, je précise. Si c'est Michel Galabru, ça va moins le c'est faire. peut-être plus compliqué là, ouais. Je suis désolé, c'est assourdissant. Suivant. Il en reste un peu plus, est-ce qu'on vous le laisse ? Oui. Puisqu'on vous le laisse chaque semaine, donc on va peut-être arrêter de se poser la question. C'est vrai qu'à un moment, la question rhétorique commence à devenir un peu... Rhétorique. Allez-y, Arthur. Ouais, moi je voulais vous parler d'une BD, enfin du tome 2 d'une série que j'aime énormément, que j'avais découvert début 2025, mais en fait qui est sorti il y a quasiment 10 ans aux États-Unis. Beneath the Tree, c'est donc le tome 2 Where Nobody See, qui sort chez Ankama, je crois, le 3 juillet. C'est trop cool, c'est trop bien. Si vous avez jamais vu la saga, si vous avez jamais lu ça, c'est trop bien. En 3 secondes et demie, c'est Dexter X Petit ours brun, c'est une oursonne anthropomorphe qui vit dans son petit village, mais qui va à la ville de temps en temps pour tuer des gens. On la suit. Et donc dans le tome 1, il y a ce truc où en fait elle est bien emmerdée quand d'un seul coup dans le village il y a un autre tueur qui arrive. Et là dans le tome 2, il est plus question de la disparition de son frère, du frère de Monica, qui est un autre personnage qui arrive et en fait et qui est lié à Samantha, qui est donc cette petite oursonne dont les mains sont pleines de sang. C'est trop chouette, c'est trop drôle et c'est vraiment du beau dessin comme je l'aime. C'est toujours signé Patrick Horvat, ça sort chez Ankama et c'est vraiment moi une série que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, je savais pas que le 2 sortirait là, j'étais ravi, je suis foncé dessus et je ne peux que vous conseiller de faire de même. J'ai une petite reco surprise, puisque je l'ai volontairement pas mise dans le tableau, celle-là. Vous le savez, il y a 10 ans maintenant, putain, 10 ans déjà. Vache, 10 ans déjà. David Bowie est mort.
Et oui, pour merde, c'est commémorer comme il se doit la disparition de David Bowie, je me suis replongé dans La Grande Traversée que Nicolas Martin avait produite à l'époque pour France Culture en 4 épisodes sur toute la carrière de David Bowie avec moult interventions passionnantes de ses musiciens, des gens qui l'entouraient, des spécialistes de sa biographie et je vous le recommande très chaudement parce que Nicolas étant un immense fan de David Bowie, de fait le documentaire est sacrément bien construit et très riche. Juste prévoyez un petit peu de temps parce que c'est 4 épisodes de 1h50 si on inclut les entretiens post-diffusion. J'en ai écouté que 2 pour l'instant, mais je vais bientôt terminer ce petit marathon. Puis ça permet de se souvenir un petit peu de quand même de la richesse et de la singularité de la carrière de ce mec, dont je le pense de plus en plus la mort est certainement le point de départ de l'apocalypse. Puisque tout est en train de merder depuis qu'il est plus là. Donc il doit y avoir un lien de cause à effet quelconque. Donc voilà, La Grande Traversée sur David Bowie. Je suis ravi que ça te plaise. Oui, ça fait partie des grands souvenirs. Enfin, moi, j'étais, comme tu le sais, effectivement un fan total. Et, à l'époque, je faisais la revue de presse dans la matinale quand, une semaine après la sortie de son dernier album, quelqu'un, le réalisateur, court dans le bureau pour me dire il faut que tu viennes dans le journal de 8h, David Bowie est mort. Et j'étais genre arrête, il vient de sortir un album, si tu racontes. Et je me suis retrouvé à faire une nécro en direct assez ému, puisque donc du coup c'était quelqu'un d'important pour moi. Et puis grâce à Sandrine Trainer, on m'a proposé de faire cette grande traversée, et donc j'ai pu voyager à New York, rencontrer ces musiciens, des gens qu'il avait connus de différentes époques. Et oui, je suis très heureux et très fier d'avoir pu faire cette grande traversée qui ressort et que France Culture remet de temps en temps effectivement à la une. Et je vous conseille aussi La Grande Traversée, celle-ci produite par Simon sur Jean-Marie Bigard, qui est un petit peu plus niche, mais en 12 épisodes. Elle est en 2-3 heures chacun. Elle est en odorama. En plus. Alors blague à part, je fais une deuxième mini reco très rapidement, mais j'en profite parce que oui, il y a Mr. Fox qui vient de sortir une vidéo très longue sur Bigard. Deux vidéos. Il a sorti la deuxième déjà ? Je sais pas s'il a sorti la deuxième, mais je veux dire c'est en 2 parties. Oui, c'est en 3 parties. 3 parties. Et c'est une vidéo de 2 heures. Et pour c'est passionnant. En fait, ça permet de se rendre compte que derrière le beauf, il y a un homme qui a un parcours de vie pas simple, qui n'a pas toujours été le beauf réac qu'il est aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'on lui pardonne ce qu'il fait maintenant, mais c'est toujours intéressant de se pencher sur l'origine des talents. Donc, c'est quoi, derrière ta blague, je dis un vrai truc. Penchez-vous sur la vidéo de Mr. Fox, elle est vraiment, vraiment bien. Ouais, il le traite comme un phénomène pop culturel en fait. Ce qu'il est. À partir du moment où le gars a fait le Stade de France, c'était un truc. Si vous en avez l'occasion, revoyez ses premiers spectacles avant qu'il se vautre dans la vulgarité gratuite et automatique. Parce qu'en vrai, en termes de plume et d'interprétation, à cette époque-là, il y avait chez Bigard un truc quand même assez balèze. Le problème, c'est que dans la vidéo, tu comprends qu'il y allait assez vite dans cette vulgarité. Oui, globalement assez vite. Mais j'aurais pas parié sur le lien David Bowie, Jean-Marie Bigard comme ça là. Écoute, avant l'enregistrement. Au final, une grande traversée quelque part. Une grande traversée, absolument. Et des grandes traversées qui laissent des grosses traces. Voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve lundi pour les actus, mardi pour notre film Patrimoine. Il sera donc question d'une vieillerie russe. Bye les amis et gloire à la ventilation. Oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé. Au 4e stop, il sera exactement 0h13. Oh la vache! Oh, je vais être en retard au lycée! Oh, bah dis donc, t'es bien pressé, toi, histoire. Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester, allez-vous-en! Arrivederci! E buon viaggio! Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.